Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 110. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Laurent Viment. Laurent est président de Century 21 France, le numéro 1 des agences immobilières dans le monde. Dans cet entretien avec Laurent, nous parlons de comment garder le cap à travers une crise. C'est quoi être un bon leader? Ses inspirations et mentors. Pourquoi et comment gérer une présence en ligne en tant que grand patron. La place des émotions au travail et comment garder les pieds sur terre. Une conversation riche en enseignements avec un patron qui se livre avec énergie et franchise. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue et n'oubliez pas de le partager. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Laurent Viment, c'est un grand plaisir, un honneur de vous avoir sur mon podcast. On s'est rencontrés une seule fois, je vous ai regardé beaucoup de fois à la télé, à la radio, dans d'autres podcasts. Et je voulais absolument vous avoir pour parler de vous et votre parcours, votre succès et ce que vous dites aujourd'hui. Donc, dans vos termes, Laurent, comment est-ce que vous vous présenterez, vous? Ça, c'est une question piège. C'est toujours mieux de faire par les autres parce qu'on est trop humble ou on est trop prétentieux. Moi, je m'appelle Laurent Viment, j'ai 59 ans, je suis passionné depuis 33 ans par le métier que j'exerce avec Century 21 et je suis une espèce d'animal dont l'instinct s'est développé, cultivé depuis que j'ai arrêté l'école. Et je fais confiance à cette petite voix. Donc voilà, un animal qui a décidé de faire confiance à son instinct. Quelqu'un qui sait s'écouter. Qui fait confiance. Ouais, je sais pas si je sais, mais l'instinct, c'est une voix qui est quasiment inaudible quand on est jeune. Et puis, comme un non-voyant va cultiver le développement des sens du toucher, par exemple, moi j'ai le sentiment qu'en tant qu'autodidacte, j'ai cultivé cette petite voix et que j'ai décidé de l'écouter. Et quand on décide de l'écouter, elle est un peu plus forte à chaque fois. Contrairement à beaucoup de gens que j'ai côtoyés dans mon passé dans le business, où on va privilégier le rationnel, le cartésien, le chiffre, le data, c'est pas que vous en ayez pas, mais c'est rafraîchissant d'imaginer qu'on peut réussir en écoutant son instinct. Alors, la réussite, c'est pareil, c'est quelque chose qui est extrêmement irrationnel. Moi, je suis heureux et heureux de partager cette histoire avec 7000 personnes et aujourd'hui d'être celui qui ouvre le chemin. Euh, la grosse révolution, c'est qu'en fait, depuis l'arrivée du digital, tout a été bouleversé, bousculé, et qu'on revient aussi à des choses qui n'étaient pas écrites. On découvre de nouveaux territoires, et dans ces cas-là, on repart tous à égalité, que vous ayez fait Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, que j'aurais adoré faire. Donc j'ai pas de jalousie du tout, mais j'aurais adoré, mais j'étais pas fait pour ça, ou en tout cas j'avais pas le courage. L'instinct, la curiosité et l'envie d'apprendre sont à nouveau des choses qui sont différenciantes et qui rendent l'aventure fascinante. J'ai coutume de dire que cette révolution digitale, c'était pour moi une véritable cure de jouvence. Voilà. Apprendre, c'est être enfant. Oui, mais puis on se voit, mes podcasts suppriment à cet effet. Moi, j'ai gardé mes yeux d'enfant, mon cœur d'enfant, et je fonctionne beaucoup comme un enfant, avec des réflexes d'adulte parfois, mais le plaisir, par exemple, est un élément essentiel dans ma vie. L'énergie, ça se entend aussi par la voix. Oui. Alors, dans cette période de pandémie que nous vivions, évidemment, on est au milieu quand même, mais comment est-ce que cela vous a impacté et ou changé d'opinion et ou renforcé un point de vue que vous aviez avant? Euh, ça a
redonné, renforcé ou rendu visible, c'est pas tellement français ce que je vous dis, le rôle du réseau dans la vie des gens. Parfois, on oublie ce qui nous a fait grandir, on oublie qu'on est avec d'autres, on pense plus à soi qu'à tous les autres, et le premier confinement a redonné au réseau et à la dimension réseau avec un grand R, c'est l'aide de noblesse, parce que les gens se sont sentis qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et de notre côté, on a nous fait le travail en amont et on a été un guide qui était peut-être moins visible à une époque, mais ce confinement qui a isolé les gens a été un peu mieux vécu par nos franchisés, agents immobiliers, conseillers, managers et assistantes, parce que ils n'étaient pas seuls et ils pouvaient, grâce à des outils comme Workplace, grâce aux mails, grâce au chat, échanger en permanence et parler de leurs problèmes et parler de leurs solutions. Et peut-être que ce confinement et cette pandémie, elles ont remis en valeur l'intérêt d'être dans un réseau. J'adore. Je ne connais pas votre métier, en tout cas pas très bien. Moi, je connaissais bien le métier du coiffeur et souvent on disait que le salon de coiffure était un maillon important dans la communauté. Mais en me baladant dans les rues de Paris, parmi d'autres, on voit beaucoup d'agences immobilières et donc de fait, il y a aussi un rôle important dans la communauté dans laquelle ils vivent. Est-ce quelque chose de vrai? C'est tellement vrai que c'est devenu chez nous quasiment une signature, dans tous les cas, une ambition et un projet. On considère que l'agent, c'est un acteur intégré de la vie de la ville ou de la vie de la cité, si on remonte au terme grec du mot. Puisque l'agent, c'est quelqu'un qui est un passeur d'histoire. Le bien, il bougera jamais, lui. Ce qui bouge, ce sont les gens qui habitent dedans. Et dans ce qu'on fait avec le réseau, il y a des choses dont je suis extrêmement fier, d'autres un peu moins, mais celle-là, extrêmement fier. Ça concerne, par exemple, les pendaisons de crémaillère. Alors, on en fait moins à Paris qu'en province, mais ça consiste, par exemple, à proposer au nouvel acquéreur d'être présenté à ses voisins en invitant les voisins avec 2 bouteilles de Banga, champomis et champagne, des cacahuètes et des pistaches pour que les gens se connaissent et s'intègrent. C'est organisé, on ne pourra pas le faire à cause du Covid à la fin de l'année, la collecte des jouets pour enfants défavorisés. Donc, c'est pas simplement être un passeur de clés, c'est être un passeur d'histoire, quelqu'un qui est engagé dans la vie de la ville, engagé au niveau culturel, au niveau sportif. C'est quelqu'un qui donne de son temps et qui va au-devant des autres. Pour avoir acheté un seul appartement de ma vie en France, j'aurais bien aimé vous avoir pour faire ce genre de Vous pouvez crémaillère. racheter, en revendre et acheter un autre. Hein. Alors, dans cette crise, dans cette période de crise, en tant que dirigeant d'une grande entreprise, quel est le mot d'ordre? C'est prêt à repartir en toute sécurité. On est en train de se battre avec les pouvoirs publics pour obtenir du gouvernement qu'il autorise, considérant que c'est un acte prioritaire, les visites pour les gens qui veulent acheter une résidence secondaire. On a le droit de tout faire, on a le droit d'aller prospecter, on a le droit d'aller estimer un mandat, d'aller rentrer une affaire, on peut aller chez le notaire, on peut monter les financements, mais on ne peut pas visiter. Donc dans la chaîne immobilière, il manque juste ce maillon-là pour pouvoir qu'il y ait une continuité de service. Donc on se bat pour ça. En attendant, il y a un travail de fond qui va être fait, mais vous savez, on dit souvent entraînement difficile, match ou guerre facile. Pour l'instant, on a relevé le capot des agences et on est en train de travailler sur les bases de données pour faire en sorte qu'elles soient requalifiées, nettoyées. On dit autrement, on est en train de faire aux gens ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire d'habitude ou pas envie de faire. Et que là, ils ont que ça à faire, c'est facile de les mobiliser. Donc, on est en train d'écrire des plans d'action pour que nos agences continuent à travailler, gardent du rythme. On met tout le monde sous pression, mais une pression positive pour que le jour où on sera déconfiné, on puisse redémarrer plus vite que les autres et qu'on soit prêt pour les clients. Alors, avec votre expérience autodidacte déclarée, je voulais savoir comment est-ce que vous qualifieriez, en quoi consiste un bon patron? Un bon patron, y a Montesquieu qui disait « Pour faire de grandes choses aux hommes, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus d'eux, il faut être avec eux. » Et
dans des choses qui sont éminemment spectaculaires et difficiles à faire. Par exemple, je fais le tour des bureaux tous les matins et je dis bonjour à tout le monde. Et quand je dis difficile à faire, je plaisante bien sûr. C'est une demi-heure de mon temps, 3/4 d'heure parfois, qui permettent de regarder le regard de chacun, d'avoir des confidences, de dire un mot, de ressentir l'ambiance générale et de prendre la température. Et puis, il y a des choses aussi bêtes que l'exemplarité. L'exemplarité, c'est pas être plus grand, plus beau, plus fort que tout le monde. C'est quand un papier est par terre, se pencher pour le ramasser, mettre dans la poubelle. C'est quand un téléphone sonne dans le vide, le décrocher et répondre avec les codes de la boîte. Alors, je sais pas si c'est être un grand patron, mais le patron est celui qui est un chef d'orchestre, inspirant, exemplaire. Et il y a pour moi 2 piliers fondamentaux, c'est l'exigence et la bienveillance. Et je pense que plus on est bienveillant, plus on peut être exigeant. Et Dieu sait que je suis bienveillant. Donc, bien exigeant. Voilà. Et c'est bien. Est-ce que vous aviez eu dans votre passé, dans votre vie, des gens qui vous ont inspiré ou qui vous ont donné des clés de votre voix? Ah oui, oui, j'ai eu même pas mal d'exemples. Il y a presque un an, j'ai été décoré du ruban rouge, de la Légion de l'honneur. Bravo. Et donc, j'ai dû préparer un discours. Et outre l'événement, le plaisir, la joie, la fierté de recevoir cette décoration des mains de Nicolas Sarkozy, ça m'a imposé de me poser et de réfléchir à ceux qui avaient été dans ma vie des éléments essentiels. Mmh. Il y a mon père, bien sûr, qui était cavalier, dur, très dur, et dont je pense tirer l'exigence quotidienne qui fait que le matin, quand on se lève, on prend une douche, on se rase, là où je peux me raser, hein. On se coiffe et on se présente proprement où qu'on aille. Et puis, il y a des hommes comme un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Leuillet, qui m'a récupéré à l'armée un peu désœuvré parce que échec scolaire et donc perte de confiance, et qui a redonné à ma vie un sens et qui m'a fait découvrir que j'avais des qualités, que j'avais de l'impact sur les autres, que j'étais capable de commander. Et ce lieutenant, il y a 4 ans, je l'ai retrouvé. Il est devenu général et je lui ai passé un coup de téléphone. Je lui ai expliqué mon histoire. Il m'a dit, mais c'est incroyable, vous êtes le premier à me dire que j'ai changé votre vie positivement. Je l'ai revu, on a déjeuné ensemble. Je l'ai invité à ma cérémonie et je lui ai dit ça devant tout le monde en le remerciant. Parce que c'est quelqu'un qui a été pour moi un tournant incroyable. Il a été un homme de ma vie. Ensuite, il y a Michel Trollet, c'est celui qui a créé Sanctuaire Latin en France, qui m'a recruté comme conseiller immobilier, qui m'a donné ma chance et qui m'a formé et qui m'a aussi, sur l'exigence, été un modèle absolument incroyable, parce que on ne pouvait faire que les choses que bien avec lui, parce que lui, il les faisait que très bien. Il y a ensuite Hervé Bléry, qui est l'homme de ma vie, l'homme qui a récupéré une pierre brute, qu'il a nettoyée, arrondi les angles, poli patiemment, gentiment, et dont je tire peut-être la bienveillance et la patience pour mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est lui qui m'a appris à plus respirer avant de décider ou de réagir, enfin à me poser. Et puis il y a Alain Dinin, le président de Nexity, qui m'a fait président de Sanctuaire 21 France, à qui je dois beaucoup, et avec qui, pareil, en l'observant, j'ai beaucoup appris sur l'exigence et aussi l'instinct, parce qu'il est un instinctif. Et puis, si je mets de côté tout ça, il y a ma femme. Ma femme qui suit ma vie depuis 15 ans et qui m'a donné une grande leçon. Un jour, on m'a annoncé que j'allais faire la couverture de Challenge et que j'étais le premier patron de réseau à la faire, donc j'étais extrêmement fier. Donc je rentre chez moi en lui annonçant ça, et sa réponse, ça a été « et alors ?» Alors, j'étais un peu étonné de cette réponse, et je lui dis « mais tu n'as pas compris, c'était Sarkozy il y a une semaine, demain c'est ton mari ?» Et elle me dit « oui, et alors ?» Je dis « écoute, pourquoi tu es désagréable ?» Il dit « non, je ne suis pas désagréable, mais je vais te poser une question. Est-ce qu'après cette une, tu seras un meilleur père et un meilleur mari ?» J'ai bien évidemment répondu non. Elle m'a dit « va mettre la table. » Et à combien coûte cette couverture, on va la découper, mais je
tiens à te prévenir, elle va t'attirer des tas de gens qui ne te connaissent pas, qui vont t'approcher uniquement par intérêt. Dans une semaine, ils auront tous oublié, sauf toi. Sois prudent et prends soin de toi. Ça a été une immense leçon de vie sur le petit morceau de personnage public que je suis devenu, où il faut se référer à la vie de personnes de façon positive ou négative et pas tellement soucier de la vie des autres. Donc voilà en gros les 4-5 personnes qui m'ont marqué. Ah, c'est génial. Donc, il y en a un qui amène la bienveillance, un qui amène l'exigence, un qui garde les pieds sur terre. Mais vous savez, les gens passent leur vie à vouloir ressembler à un manager. C'est impossible. Il faut être ce qu'on est en s'inspirant du meilleur des autres. Il n'y a pas une clé, il y a un trousseau de clés. Et ceux qui veulent faire du perroquet, en général, ils sont fades, ils sont indolores, parce que c'est jamais aussi bon que le modèle. Donc, le perroquet, c'est un renoncement à ce que vous êtes. Et puis, dans le management, en général, on oublie un truc, c'est que vous choisissez des gens qui vous choisissent. Quand vous recrutez, celui que vous recrutez, il vous choisit aussi. Il décide que c'est vous qui allez bosser avec lui, que c'est vous qui le ferez réussir. Donc, il ne faut pas chercher à aller contre nature. Il faut être soi-même. Et dessus, intégrer un ensemble de paramètres qui font qu'on peut modifier. On ne change pas. On peut évoluer, mais on ne change pas fondamentalement son caractère. Et ses valeurs. Et ses valeurs encore moins. C'est incroyable, Laurent, parce que, en fait, c'est incroyable. Enfin, peut-être pas du tout incroyable dans le sens où je voulais vous avoir, mais mon nouveau livre qui sort en janvier, la thèse est il faut être soi-même. Mais les gens veulent ressembler, il ne faut pas ressembler. Moi, j'ai beaucoup lu, je me suis inspiré d'Alexandre le Grand, de Churchill, de Napoléon, de Gaulle, de Sarkozy, de Macron. Enfin, et puis, il y a un autre truc, c'est être soi-même, c'est être une éponge, à savoir en permanence. Les choses bougent, et être curieux, et c'est de comprendre ce qui se passe. Alors, l'autodidacte que je suis est devenu une pompe à savoir. En permanence, j'essaie d'apprendre, de comprendre, de savoir. Mais c'est rester en permanence dans l'apprentissage, la compréhension et écouter les autres. Le manager, c'est aimer les gens. J'entends un paradoxe qui est qu'il faut être soi-même et on a besoin d'apprendre tout le temps. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on apprend, on change avec l'apprentissage. On évolue, on ne change pas, on évolue. Pareil. Regardez l'exemple rigolo, la Porsche 911. Vous prenez les 30 modèles de Porsche différents depuis 1970, d'accord? Et vous les mettez une par une, côte à côte, sans regarder les autres. On ne voit pas les changements. En revanche, quand vous prenez celle de 70 et celle de 2021, c'est plus les mêmes. Donc elles ont évolué, mais elles n'ont pas changé. Une 911 reste une 911. Nous, on est pareil. Alors après, on peut décider de rester, on peut évoluer, on peut avoir envie d'évoluer ou d'essayer de le faire. Mais je pense que fondamentalement, on ne change pas. Quand on est autocrate dans le style de management, on reste autocrate. Alors on peut composer un peu. Quand on aime bien le compromis, on reste dans cette logique-là. Après, on va investiguer les territoires, mais je pense qu'en permanence, on évolue. On ne change pas fondamentalement. Dans ma thèse de mon livre, je parle d'un mur qui existe souvent entre l'aspect professionnel, le caractère, la façon qu'on est au boulot et la façon qu'on est à table avec les amis, la famille, enfin la vie personnelle. Et souvent, on dit qu'il devrait y avoir une scission. Ce qui est personnel est de l'ordre à la maison, ce qui est pro reste au bureau. J'ai l'impression que vous ne serez pas d'accord avec cette scission. Je suis d'accord avec cette scission, même s'il y a des nuances qu'on me fait remarquer. Les gens qui me connaissent intimement n'imaginent pas ce que je peux être dur, exigeant au bureau, même si quand on fait un jeu entre amis, je suis dur et exigeant. Mais
ils ont du mal à imaginer ce que je peux être, tout comme les gens du bureau imaginent pas forcément, comme ma femme peut me mener par le bout du nez, ma fille aussi, et comme je suis contesté régulièrement, ce qui est moins le cas ici, même si, et c'est un élément essentiel du management, je cultive la contestation par les autres. Mhm. La contestation, c'est l'enrichissement des idées, des opinions, et ça vous pousse à arriver près devant les autres. Parce qu'il faut être prêt à être contesté. Donc, il y a, je pense, 70% de l'individu qui est le même au bureau et à la maison, et il y a peut-être 30% où je me comporte différemment, où mon regard est plus ou moins noir, où je vais un peu moins me laisser aller, mais je pense que sur le fond, c'est la même personne. Il y a pas de cinéma, quoi. Je suis capable de jouer avec ma fille à n'importe quel jeu, tout comme ici de provoquer n'importe qui au baby-foot et de redevenir un sale gosse colérique parce que je risque de perdre, ce qui arrive rarement. Bien sûr, bien sûr. Vous m'avez jamais joué. Alors, Euh, vous avez un euh, maillot de bain, c'est les Blacks ou un maillot d'arbitre? oui, 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 c'est les All Blacks là. C'est les Blacks, ça, il est magnifique. Il est magnifique. Oui. Non, non, C'est au un vrai baby-foot, chandail. il y a des parties épiques ici. Et puis, moi, j'ai aussi accepté de montrer une partie personnelle, quoi. Il y a quelques temps, on a dû annuler une convention parce qu'il y avait le Covid. Et donc, on a fait un live. J'ai pleuré. Hmm. Et j'ai laissé mes larmes couler sans chercher à les masquer parce que cet événement, il était extrêmement important, important pour le réseau parce que ça fait 32 ans que ça dure et on n'a jamais annulé une, qu'on y avait passé beaucoup de temps à la préparer, on l'a annulé 5 jours avant et j'ai pleuré parce que j'étais triste et plutôt que masquer ça, j'ai décidé que je pouvais le laisser voir à d'autres. Et est-ce que c'était la première fois que vous aviez fait ça, pleurer en public comme ça? Ouais, je pense, ouais, je pense, ouais. Ouais. Et vous n'avez pas éprouvé un sentiment d'embarras, Pas du tout. pas du tout. Ça s'est fait naturellement. Moi, ça m'est arrivé une fois dans une grande scène et j'ai pleuré et puis je pouvais pas m'arrêter à un moment donné. C'était des sanglots et ma première réaction, c'était oh mon Dieu, c'est impossible. Mais ce qui m'est arrivé après m'a montré combien j'avais tort. Bien sûr. C'est que les gens sont venus et ils n'ont pas pensé mal de moi. Ils n'ont pas pensé Non, que c'est j'étais pas une faiblesse. vulnérable. Non. Il est humain. Il est humain. Ah ouais, mais j'ai été bluffé par les commentaires. Mais c'est laisser passer ses émotions, hein, comme un enfant. Mhm. Je pense qu'il faut cultiver l'enfance. Mais c'est pour là où je parle de l'idée d'être soi-même, demande d'accepter son côté personnel, tout comme Bien quand vous sûr. avez parlé de l'instinct. Quand on est sur l'instinct, on doit être sur l'instinct. La confiance dans quelqu'un, c'est pas un truc professionnel, c'est quelque chose d'éminemment animalistique. Je suis d'accord. Mais j'ai commencé par dire j'étais un animal. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai repris. Je suis un animal et qui renifle et regarde avec ses yeux dans les yeux des autres. Alors, je voudrais parler un peu de les médias sociaux. Vous êtes très présent pour un grand patron sur les réseaux sociaux, chose que j'applaudis personnellement. Vous dites dans votre titre, et je lis, président directeur général de Century 21, je mets entre parenthèses depuis 2009, je partage avec vous les tendances et l'évolution des prix de l'immobilier en France, mais pas que. Dans le pas que, avez-vous une ligne éditoriale en particulier? Alors, de base, j'efface à peu près 7 tweets sur 10 avant de les envoyer. D'accord. Vous préparez et ensuite vous, Ah non, vous quand ne je les les publiez écris, pas. je me dis, non, ça, je peux pas. Ah, wow. Euh, je m'interdis d'être blessant Mhm. parce que c'est pas bien, mais je laisse rien passer. En revanche, je m'autorise à partager des émotions, des sentiments. Je suis un grand contemplatif et je peux être bouleversé par un coucher de soleil et donc Mhm. avoir envie de le partager. J'habite près de la Tour Eiffel et il m'arrive souvent le matin quand je pars et que le ciel est bleu et rose et que le soleil se lève de m'arrêter, de faire une photo et de la poster sur Instagram. Pour le reste,
j'ai j'ai deux amis que j'adore, qui sont Denis Brognard et Nico Saliagas, avec qui je communique beaucoup sur leurs émissions. Et donc, je réagis à leurs émissions parce que c'est une façon marrante de communiquer avec eux. Puis, c'est deux très, très belles personnes. Euh, et je peux partager une émotion sur un tweet que je trouve drôle. J'essaie de pas trop aller sur le champ de la politique hors immobilier parce que c'est compliqué comme sujet à justifier et que les réseaux sociaux et Twitter, c'est un café du commerce où les anonymes, malheureusement, sont extrêmement désagréables. Alors, en général, j'essaie de ne pas répondre aux anonymes. Quand il n'y a pas un nom, un prénom, en général, vous n'existez pas, je ne vous vois pas, je ne vous ai pas entendu. J'ai quand même du mal parfois à me contenir quand c'est vraiment très très déplacé. Mais sinon, non, j'ai pas de ligne. L'instinct, je peux balancer 8 dans une soirée et puis ne pas en passer pendant 2-3 jours. J'ai pas de fréquence, de ligne de conduite. Je veux pas blesser, mais je laisse rien passer. Et quand on me fait un commentaire désagréable, j'y réponds et je lâche jamais l'affaire. Je suis d'une ténacité à toute épreuve et ça m'est arrivé hier soir avec une dame là sur LinkedIn qui a considéré que ma prise de position sur le droit en visite pour la profession était scandaleuse. Son mari étant médecin en province, il avait décidé que lui, il fallait rester confiné et donc elle est venue me chercher, donc elle m'a trouvé, donc bêtement comme un enfant dans la cour d'école, j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à 23 minuit et demi, je crois, parce que j'étais dans mon bon droit et puis qu'elle est venue sur mon mur. Et le truc, c'est mon mur, c'est mon tweet. Moi, je vais pas emmerder les autres. Vous voyez, les gens qui viennent dans ma maison, en Italie, on dit viens chez moi, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Quand tu es sur mon mur, tu es chez moi. Donc, il m'est arrivé de bloquer quelquefois, mais c'est assez rare. Voilà. Sinon, ah oui, un fox terrier sans un poil dur. Hein. Quand je tiens un truc, je lâche plus. Hein. J'apprécie beaucoup le fait que vous soyez sur les réseaux comme ça, mais c'est rare. J'ai envie de dire parmi les grands patrons. Est-ce que vous avez eu des discussions avec d'autres ou est-ce que et où vous auriez recommandé d'être un peu plus présent? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Non, parce que moi, j'ai à la fois le style et l'activité qui permet cette présence. L'immobilier, ça intéresse tout le monde tout le temps. Et puis, je suis pas un grand patron. Je dirige un grand réseau, mais je suis pas un grand patron. Je suis pas le patron d'une boîte du CAC 40. Et je comprends parfaitement que certains patrons n'aient pas envie d'y aller parce que ça prend du temps. Et sur les réseaux, c'est mon pouce qui commente et qui tape les lettres sur le téléphone ou mon doigt sur le clavier de l'ordinateur. Personne ne le fait pour moi. J'ai ménagé un petit peu de temps pour répondre et tweeter, Facebooker, Instagrammer et LinkedIner. Mais ça prend du temps. Et je peux concevoir parfaitement que certains dans l'activité n'intéressent pas tout le monde tout le temps, ce qui est le cas de l'immobilier, n'ait pas voulu y aller. Je conçois parfaitement. Et puis, j'ai pas de leçon à donner. Enfin voilà, j'ai été contacté souvent pour raconter mon histoire par des grands patrons, des patrons de grosses sociétés plutôt. J'ai partagé. Ils m'ont fait part de leur réticence que j'ai comprise parfaitement. Ils ont pris des community managers souvent et puis parfois ils le font avec le cœur. Mais tous ces réseaux ne fonctionnent que si on y met du cœur et des tripes quoi. Sinon, ça fait un compte institutionnel. Mon sens est tout à fait. Mon sens est que pratiquant, faisant vos propres avec votre pouce, vos tweets, ça vous amène, et sur Instagram et le reste, LinkedIn, à comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne et vous mettre en contact avec, entre guillemets, les jeunes et le client qui est souvent sur les réseaux aussi. Et quand une agence viendrait vous proposer, une agence communication, viendrait vous proposer telle et telle campagne, vous allez être beaucoup plus avisé du bien fondé de la proposition. Mais c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que l'arrivée du digital a bouleversé complètement la façon de travailler et a été l'occasion de réapprendre des choses. Il faut être ouvert à ça. Moi, j'ai trois trucs là-dessus. Le premier, le savoir a changé de camp. Il est au bout de la main des clients. Nous étions des sachants, nous devenons les trieurs d'informations. Et par exemple, le vendeur à la FNAC,
qui était il y a 15 ans une espèce de dieu vivant qu'on venait consulter. Aujourd'hui, on lui demande le prix et plus comment ça fonctionne parce qu'on est allé voir avant sur Internet. Et il y a une entreprise qui a marqué mon histoire de patron et l'histoire de la Santé 21 France, c'est Kodak. Il y a quelques années, j'ai lu que Kodak avait déposé le bilan. Et puis j'ai essayé de comprendre et j'ai lu que Kodak avait eu entre ses mains l'accès au brevet du photocopieur et qu'il l'avait laissé à Rank Xerox, qui avait eu entre les mains le brevet du Polaroid et qu'il avait laissé à Polaroid. Et puis que Kodak avait dans ses brevets, bien évidemment, tous les brevets du numérique. Et en 97, les gens de chez Kodak ont demandé à des experts d'estimer à combien serait le marché dans 10 ans. Et à l'époque, ce marché, c'était 0,1% des photos. Et les experts ont pris un tableur Excel, et avec Excel, la vie est belle, et ont essayé d'estimer ce que ça serait au bout de 10 ans. Et ils sont arrivés à 10%. En 97, donc ça va être 2007. Et donc Kodak n'a pas cru au numérique à cause de ça en particulier. Et Kodak est mort de ne pas avoir cru à quelque chose. Et c'est ce déni qui conduit ma façon de faire les choses et qui me conduit à m'immerger dans tous ces changements. Je vous raconte un truc tout bête. Dans mon bureau, il y a un distributeur de bonbons Haribo et une machine à café. C'est pour que les gens rentrent dans mon bureau, viennent prendre des bonbons et passent du temps avec moi et me fassent partager leur découverte. J'ai été formé à Waze par un jeune garçon de 25 ans qui est venu boire un café un jour et qui m'a dit « Quoi, vous ne connaissez pas Waze, mais vous êtes ringard ». Et cette occasion, sans ces bonbons, elle n'aurait jamais été provoquée. Sortez de la Tour d'Ivoire. On a gagné 5 années de suite le trophée de la relation client HCG Les Échos, devant Cartier, BMW, Rolex, des marques qui sont incroyables. 5 années de suite, premier. Et donc, des patrons m'ont dit, bah, vous pouvez venir me voir pour m'expliquer. Et ils me faisaient arriver chez eux par un ascenseur privé. Je leur ai dit, mais monsieur, est-ce que vous êtes passé par votre accueil récemment ? Parce que vos 2 hôtesses là, que vous sous-traitez, elles sont pas aimables. Et est-ce que vous avez appelé votre standard sans passer par votre ligne directe ? Non, jamais. Faites-le. Et donc, tout ce bouleversement nous impose d'être immergés dans les choses. Il faut être Montesquieu avec eux. Et si vous décidez d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça fonctionne très bien, il faut comprendre comment ça marche et l'utiliser. Sinon, on peut vous le raconter. Vous ne ferez pas d'erreur. Et sans faire d'erreur, on n'apprend pas. C'est génial. J'ai un ami PDG aux États-Unis, Kevin Ryan, qui lui m'a expliqué que pour tous les managers, il fait faire une demi-journée par mois assis à côté de service clientèle. Bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est incroyable. Enfin, il faut s'asseoir au standard d'une entreprise et puis respecter les standardistes qui passent 8 heures par jour assises à se faire engueuler parce que c'est pas. Enfin, il faut y aller et faire tous les postes. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est fondamental. Alors, dernière ligne de question, c'est autour du fait que Century 21 appartient à un groupe américain qui est coté en bourse, Realogy. Oui. Et je voulais savoir, combien une société cotée aux États-Unis a un impact sur vous. Comment est-ce que vous le ressentez? Zéro. Zéro parce que l'entreprise a été extrêmement féconde en idées, conseils quand elle a été dirigée par des patrons d'agences immobilières américains et puis elle a été vendue plusieurs fois. Bref, et aujourd'hui elle appartient à un groupe coté, donc on a des relations qui sont, on va dire, assez agréables, très conventionnelles, mais ça n'a aucun impact sur notre business. On a réinventé le modèle tout seul. On a embarquer le digital même avant que ne le fasse. Donc voilà, il n'y a pas du tout de... C'est pas une contrainte, mais c'est pas non plus quelque chose de déterminant pour nous. Et on pourrait se dire ainsi que comme le cours de l'action n'est pas bon, en fait, vous êtes bien parce que vous performez et Inch'Allah pour le reste. C'est ça, l'entreprise Santé 21 France est indépendante, elle appartient à Nexity à 100%. On a une relation contractuelle avec nos amis américains, on s'entend bien avec eux. Ils ont fourni un joli nouveau logo qu'on a utilisé et qu'on utilise avec beaucoup de fierté. Pour le reste, le marché est un marché français qu'ils ne connaissent pas bien. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. Est-ce que vous avez
une idée ou une vision sur le style de gouvernance différent des Américains vis-à-vis des Français? Non, parce que je connais pas bien leur style de gouvernance. Hmm. Donc, je sais pas du tout. J'ai pas d'idée là-dessus. Je connais pas bien leur mode de management. Laurent, un mot pour 2021. Les Marines américains ont une devise, je crois, qui est on s'adapte, on improvise et on domine. Hmm. Sur ce mot de militaire, vous avez évoqué votre lieutenant. J'ai passé beaucoup de temps à faire un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale et été beaucoup dans les militaires, plutôt de l'ancienne génération évidemment. Mais par la suite, je suis allé découvrir comment ils forment les militaires d'aujourd'hui. Et eux aussi, étonnamment, sont passés par une énorme transformation. Bien sûr. Non, pas simplement par le digital, mais la manière de faire la guerre, l'histoire de l'influence, la propagande qui a changé. Et donc, je trouve que on peut aussi apprendre d'autrui, dans d'autres univers, à mieux faire son propre métier. Et quand on a envie d'apprendre, on apprend partout. Il y a des modèles, des exemples, des choses à prendre chez tout le monde. Donc, il faut être. Quand j'ai lancé le projet Oxygène, qui a consisté à mettre à plat tout le système, considérant que le digital allait complètement bouleverser notre relation avec nos clients, j'ai demandé à des gens qui étaient le patron de TF1, d'Alliance Assurance, de la Fnac, de venir nous raconter ce que ça avait été pour eux. Et il faut rester ouvert et observer. Alors on dit benchmark quand on doit être moderne. Moi je dis que c'est du bon sens paysan, qu'il faut être en permanence. J'ai un animal que j'adore, c'est l'aigle, parce qu'il est haut et il voit tout et très loin. Et il faut se comporter comme un aigle. Il faut être capable de prendre de la hauteur et de voir la petite chose. Il est aussi majestueux et très efficace. Laurent, spot pub pour, enfin en tout cas, je mettrai évidemment tous les liens dans les show notes pour trouver votre compte Instagram, vous suivre sur Twitter. Qu'est-ce que vous voudrez que quelqu'un qui écoute fasse, si ce n'est évidemment acheter un nouvel appartement chez vous? C'est qui s'écoute. Alors pas pour se plaindre, hein, pour se faire confiance. Voilà, et puis en ce moment dans ces temps lourds, il faut retrouver ses yeux d'enfant. Il faut aller chercher des souvenirs quand on jouait aux billes, quand on passait par-dessus une clôture, quand on allait rencontrer une fille, toutes ces petites choses qui vous font vibrer. Voilà, il faut retrouver de la vibration. J'ai à côté de moi, mais les écouteurs ne pourraient pas regarder ça, mais je vous montre la photo de mes deux enfants tout petits et un morceau de Lego. Voilà. Laurent, merci beaucoup de votre temps. C'était superbe. Ah. Vous connaissez celui-là? Il faut montrer. Ah, c'est R2D2. Bien sûr. OK. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man,
dispositions innate, a convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put to the test. I'm a convinced man. I'm ready for an arrest. I'm a convinced man in the arms of a woman.